Alors comment est-ce qu'un empire, un empire au sommet de sa gloire, peut s'effondrer comme ça en à peine une génération? C'est vraiment la question au cœur de l'histoire fascinante et assez brutale, il faut le dire, de la dynastie saadienne du Maroc. C'est une véritable saga, une ascension spectaculaire suivie d'une chute encore plus dramatique. Allez, on va décortiquer ensemble les rouages de cet effondrement. Imaginez un peu, au tournant du XVIIIe siècle, on a le sultan saadien, Ahmed al-Mansour. Son surnom, le Doré. Et ce n'est pas pour rien. Il contrôlait les mines d'or de l'empire Songhai qu'il venait de conquérir. Il avait le monopole du commerce du sucre. Bref, on le considérait tout simplement comme l'un des souverains les plus riches de la planète. Son règne, c'était vraiment l'apogée. Un moment où le Maroc rivalisait sans problème avec les grands, comme l'Empire ottoman ou l'Espagne. Alors, pour bien comprendre cette chute vertigineuse, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder l'apogée de l'Empire, pour bien saisir de quelle hauteur il est tombé. Ensuite, on verra comment une véritable tempête parfaite s'est abattue sur lui. Puis, on plongera dans la guerre civile et l'anarchie, la ruine économique et l'émergence de nouveaux pouvoirs sur les décombres. Et pour finir, on s'interrogera sur l'héritage, qui est assez surprenant de toute cette histoire. Allez, c'est parti. On commence par le sommet, le point culminant. On parle bien sûr du règne d'Ahmed al-Mansour, entre 1578 et 1603. C'est une sorte de parenthèse enchantée, une période de paix, de stabilité, de prospérité, qui a vraiment fait du Maroc une puissance avec laquelle il fallait compter. Alors, la question, c'est comment a-t-il fait pour bâtir une telle puissance? Eh bien, il a été très malin. Il a activé tous les leviers en même temps. D'un côté, la légitimité militaire et religieuse. Il est le champion du djihad, surtout après la victoire écrasante de la fameuse bataille des Trois Rois. Ensuite, l'argent. Les coffres de l'État se remplissent à ras-bord avec l'or du Songhai. Et puis il y a le sucre du Souss, un vrai trésor qu'on échangeait jusqu'en Angleterre à la table de la reine Élisabeth. C'est cet argent qui a financé des projets fous comme le palais El Badi. Bref, à ce moment-là, le Maroc est clairement un poids lourd sur la scène mondiale. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est là que tout bascule. Le premier fléau s'abat sur le royaume. Et c'est le plus terrible de tous. Un ennemi invisible, implacable, la Grande Peste. Elle commence à frapper en 1595. Et l'année 1597, c'est le tournant tragique. L'épidémie, qui couvait depuis 2 ans, explose littéralement. Elle atteint un pic catastrophique. Là, on ne parle plus d'une simple crise sanitaire, non. C'est le catalyseur, la détonation qui va faire s'effondrer absolument tout le système. L'ampleur du désastre, franchement, est difficile à imaginer aujourd'hui. Pensez-y, au plus fort de la crise, dans la capitale, à Marrakech, on comptait jusqu'à 2000 morts par jour. Un envoyé néerlandais de l'époque, il décrit une situation d'enfer. Il écrit « Tout est ruiné, tout a péri par la misère de ce temps ». Le bilan final est tout simplement apocalyptique. On estime qu'entre un tiers et la moitié, oui, la moitié de toute la population marocaine a disparu. C'est une hécatombe qui a littéralement décapité l'État. Plus d'administrateurs, plus de soldats, plus de savants. Et surtout, plus de main-d'œuvre dans les champs pour l'économie du sucre. C'est tout le tissu social et productif du pays qui a été anéanti. Et puis, le coup de grâce. Le sultan Soleil lui-même, Ahmed al-Mansour, qui avait passé les dernières années de sa vie à fuir la maladie d'une ville à l'autre, eh bien, il est finalement rattrapé par la peste en 1603. Sa mort, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et ça déclenche immédiatement la phase suivante de la crise, l'anarchie politique. Forcément, quand un leader aussi charismatique qu'al-Mansour disparaît, et surtout sans plan de succession clair, ça met le feu aux poudres. Le royaume a immédiatement plongé dans ce que les chroniqueurs de l'époque appellent la fitna. La discorde, en clair, une guerre civile absolument dévastatrice entre ses propres fils. Et la désintégration a été d'une rapidité incroyable. En l'espace de quelques petites années, ce conflit entre frères a complètement coupé le pays en deux. Le pouvoir central, évaporé. Chaque fils, chaque prétendant, vidait les caisses de l'État pour s'acheter des loyautés et payer des mercenaires. C'était le chaos. Et puis arrive l'acte impardonnable, le véritable point de non-retour. L'un des princes saadiens, Al-Mamoun, complètement aux abois, fait quoi? Il cède un port marocain, l'arrache, à l'Espagne. Il faut vraiment mesurer le séisme que ça a provoqué. Toute la légitimité des Saadiens reposait sur une chose, le djihad, la guerre sainte contre les envahisseurs chrétiens. Et là, un des leurs leur donne un port. C'est un pacte sacré avec le peuple qui est brisé. Le prestige de la dynastie est anéanti sur le champ. Le chaos qui s'ensuit, eh bien on le voit très bien dans le destin tragique des derniers sultans. Ils ne meurent plus dans leur lit, de vieillesse ou de maladie. Non, ils sont assassinés, par leurs propres gardes, par leurs soldats, par leur propre famille.
Le pouvoir ne s'exerce plus, il se prend et il se perd dans le sang. Et comme si ça ne suffisait pas, cette anarchie politique, les deux piliers qui soutenaient toute la richesse de l'Empire s'effondrent exactement au même moment. Un vrai cauchemar. C'est vraiment une conjugaison fatale de problèmes internes et externes. D'un côté, on a le sucre. La surexploitation des forêts pour le raffinage a provoqué une vraie crise écologique et en plus, la concurrence du sucre du Brésil et des Antilles, bien moins chère, arrive sur le marché. De l'autre côté, il y a l'or. La fameuse conquête du Songhai, elle se retourne contre eux. Ça a désorganisé toutes les routes commerciales et les gouverneurs sur place, à Tombouctou, ils décident de garder le tribut pour eux. Résultat, plus d'or, plus de sucre. L'État n'a plus un sou. Bon, on le sait, la nature a horreur du vide. Et en politique, c'est pareil. Avec l'effondrement de l'autorité centrale, de nouvelles forces vont émerger. Des forces qui, jusque-là, étaient surtout religieuses et qui vont s'emparer du pouvoir. Alors, qui sont ces nouveaux acteurs? Ce sont les Zaouïas. Qu'est-ce que c'est une Zaouïa? À l'origine, c'est une confrérie religieuse, un centre spirituel. Mais dans le chaos général, ces institutions vont complètement se transformer. Elles se militarisent. Elles commencent à lever des impôts, à mener leur propre djihad, à contrôler des territoires entiers. Bref, elles comblent le vide immense laissé par le pouvoir saadien qui n'existe quasiment plus. Et il y a deux Zaouïas en particulier qui vont dominer le jeu. Au centre du pays, on a la Zaouïa de Dila. Elle réussit à fédérer les tribus berbères. Elle s'empare de Fès. Son ambition, c'est carrément de fonder une nouvelle dynastie. Et puis au sud, on a la Zaouïa d'Ilich. Eux, ils contrôlent les routes du commerce saharien, les ports, ils deviennent un petit État indépendant et très riche. À ce moment-là, le Maroc est complètement fragmenté, c'est une mosaïque de fiefs rivaux. Et le sultan saadien à Marrakech, il n'est plus qu'un pion dans sa propre capitale. Bon, maintenant qu'on a examiné toutes les pièces du puzzle, la peste, la guerre civile, la ruine économique, il y a une question centrale qui se pose. Une question qui résume tout. Pourquoi un empire qui semblait si puissant s'est-il effondré aussi vite et aussi complètement? Comment expliquer une telle désintégration? La réponse, elle se trouve dans la convergence de toutes ces crises en même temps. La clé de tout ça, c'est le concept de tempête parfaite. C'est vraiment ça. C'est la convergence de plusieurs faiblesses qui étaient déjà là. D'abord, un échec institutionnel. Le pouvoir reposait trop sur la personne du sultan. Ensuite, une dépendance économique. Toute la richesse venait de l'or et du sucre, des rentes très volatiles. Là-dessus, le choc de la peste a agi comme un dissolvant, ça a tout fait fondre. Et pour finir, la perte totale de légitimité quand le pacte du djihad a été trahi, le coup de grâce. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe de toute cette histoire. C'est fascinant. Sur le plan politique, c'est un échec total. Les Saadiens n'ont pas réussi à construire un État durable. Mais sur le plan idéologique, c'est un triomphe absolu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à imposer une idée pour de bon, le chérifisme, c'est-à-dire l'idée que seuls les descendants du prophète peuvent légitimement régner sur le Maroc. Et ce principe, cette idée de légitimité chérifienne, elle ne va pas disparaître avec eux. Au contraire, elle va être reprise par ceux qui vont leur succéder, la dynastie alaouite, c'est-à-dire celle qui règne encore aujourd'hui au Maroc. Et c'est ça qui est fou. La chute spectaculaire des Saadiens a paradoxalement posé les fondations idéologiques du Maroc moderne. Ils ont laissé une empreinte qui perdure bien au-delà de leur propre fin.